Bonsoir, j'ouvre donc aujourd'hui notre séance du conseil municipal. En premier lieu et formellement, je vais procéder à l'appel des membres pour m'assurer du quorum. Donc Franck Louvrier présent, Laurence Briand. Présente. Jean-Philippe Dupuis. Présent. Daniel Rival. Micro, Daniel. Daniel Rival. Elle est présente. Présente. Xavier Lequéré. Présent. Annabelle Garand. Présente. Christophe Mathieu. Présent. Delphine Fillou. Présente. Jean-Yves Levédé. Présent. Philippe Mandin. Présent. Bruno Misset. Présent. Bruno Denis. Bruno Denis. Sophie Douchin. Présente. Jean-Christophe Perriot. Présent. Sandrine Levouedec. Sandrine Levouedec. Caroline Glon. Caroline Glon. Oui, je suis là. Présente. Nathalie Hazard. Présente. Pascal Mabi. Je suis bien présent, monsieur le maire. Sophie Massard. Présente. Nicolas Père. Présent. Stéphane Burban. Présent. Karine Chalier. Présente. Sophie Peureux. Sophie Peureux. Elle est présente, mais son micro ne fonctionne pas. Bertrand Plouvier. Présent. Anne-Laure Berry. Présente. Caroline Leroux. Présente. En situation. Dany Lamy. Présente. Luc Domeau. Présent. Jacques Renaud. Il aura un peu de retard, je crois, monsieur le maire. Merci. Marina Marchais. Présente. Jean-Yves Gontier. Présent. Laetitia English. Présente. Et Anne Boyer. Présente. Merci. Donc, la condition de quorum du Conseil est donc remplie. Je sollicite maintenant traditionnellement, comme à chaque séance, Madame Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance conformément à l'article 1er du règlement intérieur du Conseil municipal qui prévoit que le plus jeune membre fait fonction de secrétaire. Je la remercie d'accepter. Merci. J'accepte bien évidemment les fonctions. Voilà, merci beaucoup. Alors, je poursuis en vous proposant l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 mars dernier qui a donné lieu à relecture préalable et à la prise en compte d'observations. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations supplémentaires sur ce procès-verbal? Donc, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat que vous avez qui se déroule sur votre côté droit de votre écran. Donc, je vais le mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Donc, le procès-verbal du conseil municipal du 19 mars 2021. Quelques petits mots d'introduction avant de procéder à l'examen des 7 délibérations de ce jour. Dans un premier temps, je voulais vous parler brièvement de la sécurité en mer avec les nouvelles mesures prises en accord avec les services de l'État. Celles-ci seront mises en place dans la baie dès cet été. Hélas, l'actualité nous rattrape indirectement sur ce thème avec ce qui s'est passé cet après-midi à Rambouillet. J'ai bien sûr une profonde pensée pour la famille de cette femme policière qui a été assassinée au sein même du commissariat, ainsi que bien sûr pour tous ses collègues. C'est une nouvelle preuve, si besoin en était,
que le fait d'avoir placé la sécurité en priorité n'est pas une lubie. En effet, après l'horrible assassinat de Samuel Paty, les Yvelines, ce département de la région francilienne, sont une nouvelle fois tragiquement touchés. Pourtant, Rambouillet est une commune paisible où il fait bon vivre. Donc, les deux principales nouvelles mesures qui interviendront dès cet été dans la baie sont les suivantes. D'abord, la limitation pour la première fois de la vitesse à 30 nœuds dans un espace compris entre la pointe de Pintchâteau au Pouliguen et celle de Chemoulin à Saint-Marc. Et ensuite, deuxième décision, c'est de renforcer le maintien de la limite de vitesse à 10 nœuds sur la bande tampon de 100 mètres sur La Baule et Pornichet, et puis la mise en place d'une nouvelle signalisation sur des bouées dédiées afin d'améliorer la visibilité et de permettre le bon repérage de ce secteur par les navigateurs. C'est une demande notamment de leur part. Bien sûr, des contrôles fréquents sont déjà prévus, plus préventifs et aussi répressifs. Dans une ville balnéaire comme la nôtre, la sécurité doit être totale sur mer comme sur terre. Alors l'actualité, c'est encore et toujours la présence du virus, de la Covid-19. Comme vous avez pu en prendre connaissance, les autorités sanitaires ont enfin donné un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination en élargissant le champ des populations concernées, ce qui, pour nous, a entraîné la montée en puissance de notre centre vaccinal. Notre capacité vaccinale hebdomadaire a donc été significativement augmentée, puisque nous sommes passés d'environ 1800 injections semaine à 2800, soit plus de 500 injections par jour en moyenne. Le centre a franchi aujourd'hui la barre symbolique des 10 000 injections réalisées, dont 30% concernent déjà une seconde dose. Car dans le même temps, afin de rendre la vaccination accessible au plus grand nombre, nous avons élargi en fin de compte les plages d'ouverture. Ainsi, depuis cette semaine, le centre Jean Gaillardon est désormais ouvert du lundi au samedi, sans discontinuité, de 9 h à 20 h. Cette amplification d'horaire permet notamment de faciliter l'accès à la vaccination aux personnes actives en dehors des heures de travail habituelles. À noter également que le centre sera ouvert les jours fériés, bien évidemment, hormis le 1er mai. Cette montée en puissance a pu se réaliser avec notre collègue Annabelle Garand grâce à la disponibilité des personnels soignants auxquels se sont adjoints maintenant les pharmaciens et les vétérinaires. Je tiens encore vraiment à renouveler nos remerciements envers l'ensemble de ces professionnels de santé, les bénévoles présents au centre ainsi que les agents de la ville pour leur mobilisation et bien sûr leur réactivité permanente. Je sais que pour certains, cela reste parfois encore difficile d'obtenir rapidement un créneau horaire, mais nous sommes tenus de respecter les directives gouvernementales pour l'accès au centre. Celui-ci se fait uniquement, comme vous le savez, sur rendez-vous, pris en ligne sur les sites santé.fr ou doctolib.fr. Nous nous efforçons également d'adapter le plus rapidement possible les créneaux disponibles en fonction de l'approvisionnement en doses de vaccins. Nous avons demandé aux autorités sanitaires que d'autres publics soient prioritaires, comme les personnels de l'éducation nationale à l'aune de la rentrée. Nous proposerons aussi au personnel de la ville des autotests afin qu'ils puissent agir en matière de prévention. Et seront aussi prioritaires toutes les personnes volontaires pour être assesseurs lors des prochaines élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains. Quoi qu'il en soit, je tiens aussi à rappeler, bien sûr, une nouvelle fois à l'ensemble de la population qu'il est toujours essentiel de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières, port du masque, lavage des mains et bien sûr distanciation physique. Toujours dans cet état d'esprit, nous sommes véritablement dans une période compliquée où la solidarité et l'entraide ne doivent pas être un vain mot. Nous avons déjà évoqué ce sujet lors des précédents conseils municipaux. C'est pourquoi, avant de passer à l'examen des délibérations, je vous informe qu'en fin de séance, lors des questions diverses, vous aurez deux comptes rendus importants sur ce domaine. D'abord de notre collègue Nathalie Hazard, qui est également
bien sûr au CCAS et qui vous fera une présentation résumée de l'analyse en besoins sociaux que nous avons lancée dès notre arrivée. Celle-ci s'est particulièrement portée sur 3 axes. D'abord, l'accueil de la petite enfance, la prise en charge des seniors et les besoins en matière médicale. Je la laisse vous faire part tout à l'heure des observations qui ont été faites, qui sont vraiment intéressantes. Certaines nous étaient connues, d'autres sont des surprises. C'est particulièrement intéressant à quelques semaines des élections de nos représentants au département, comme vous le savez, dont la plupart des compétences portent sur le volet social. Dans la continuité, Laurence Briand vous fera le point sur les résultats de la collecte de produits alimentaires et d'articles sanitaires que nous avons organisé en coopération avec toutes les associations de commerçants de la Baule et Scoublac pour venir en soutien aux étudiants de la région. Ce que nous avons pu obtenir pour soulager cette population qui souffre beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire de la crise sanitaire a été remarquable. Nos meilleures prévisions ont été dépassées. Je laisserai Laurence en parler au nom des étudiants qui vont en bénéficier et en celui de la Baule et Scoublac. C'est avec fierté et même une certaine émotion que je remercie toutes celles et tous ceux, commerçants comme résidents, qui ont contribué spontanément à ce bel élan de solidarité. C'est une démonstration de générosité, une nouvelle fois, une confirmation que les Baulois ont du cœur et sont toujours attentionnés à l'endroit de ceux qui sont en difficulté. Et puis enfin, nous allons maintenant nous intéresser à nos délibérations à l'ordre du jour. La première d'entre elles porte sur une reconduction de l'exonération du droit de terrasse pour les restaurants et les bars, comme nous l'avions fait pour l'exercice précédent. Et j'en profite aussi pour rappeler que nous allons revenir dans la norme cet été avec l'arrêt des travaux extérieurs du 13 juillet au 31 août. L'été dernier, nous les avions exceptionnellement autorisés pour donner un coup de pouce aux artisans qui avaient été empêchés de travailler durant le premier confinement. Ils n'ont pas subi depuis les mêmes contraintes, ils ont pu réaliser leur chantier. Nous sommes une ville balnéaire et nous devons respecter une certaine quiétude l'été. Nous revenons donc à une situation de normalité, du moins sur ce dossier. Donc nous allons passer aux délibérations. Et donc dans l'ordre du jour, la première délibération est sur l'exonération des droits de terrasse et des bars-restaurants. Et je vais laisser la parole à Laurence Briand. Bonsoir à tous. Donc, le Code général de la propriété des personnes publiques pose le principe que toute occupation du domaine public doit donner lieu à une redevance. Le principe aussi qui était dicté est que le conseil municipal fixe ce tarif. L'année dernière, comme le rappelait Monsieur le maire, donc lors de notre premier conseil municipal suite à notre élection, nous avions souhaité voter l'exonération totale de la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses. Cette année, cet enjeu est encore plus crucial. Aussi, nous vous proposons de voter cette exonération de droit d'occupation des terrasses pour les bars, les restaurants, les glaciers et les salons de thé, ce qui représente une baisse de recettes d'environ 45 000 € pour la collectivité. Et je tiens à ajouter que nous allons travailler en coopération avec tous ces acteurs économiques pour, dans la mesure du possible, leur faciliter aussi l'accès à des terrasses élargies. Merci Laurence Briand. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur cette première délibération? Vous pouvez demander la parole sur la conversation de la réunion, la partie qui s'affiche sur votre droite de l'écran. Il n'y a pas de demande de parole particulière. Je vous propose de mettre aux voix. Caroline Leroux souhaiterait intervenir, Monsieur le maire. Ah oui, il faut vous demander la parole pour le chat. Allez-y, Caroline. Oui, mais je n'arrive pas à aller sur le chat, c'est pour ça. Excusez-moi. Allez-y, Caroline. Donc, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Donc, enfin, la réouverture des commerces alimentaires et non alimentaires se profile. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, Laurence a un peu répondu à la question, c'est-à-dire qu'afin d'aider les commerces fermés depuis plusieurs mois et de pallier au refus que certains commerces devront faire à leur clientèle selon la jauge exigée, une piétonisation des quartiers ou un élargissement des terrasses sera-t-il envisagé comme cela est prévu dans certaines communes et comme cela a été effectué l'année dernière dans certains quartiers?
Alors, Merci, monsieur le maire. Merci, Caroline. Leroux, je vais passer la parole à peut-être Laurence pour répondre ou compléter ce qu'elle a déjà dit. Tout à fait. Nous travaillons véritablement sur ces questions d'élargissement donc des terrasses, qui va passer dans certains endroits, dans la mesure du possible, par une piétonisation pour leur permettre à certains d'avoir accès à des terrasses qu'ils n'ont pas, et pour d'autres, pour pouvoir élargir leurs terrasses. Donc, comme tu le sais, j'ai déjà passé un certain nombre d'appels téléphoniques pour pouvoir avoir un entretien avec chacun des restaurateurs pour savoir également si le couvre-feu n'est pas levé, est-ce qu'ils ouvriront le soir, parce que c'est un élément aussi important pour savoir si on piétonise une rue ou pas. Donc, on voit que la gestion est aussi complexe par rapport à tous ces éléments d'incertitude. Mais bien sûr, nous allons œuvrer dans ce sens-là. Et je voulais dire aussi que j'en appelle à la solidarité de chacun des acteurs. Il faut bien comprendre que les restaurateurs, les bars et tous ces acteurs économiques-là ont énormément souffert en termes de fermeture et qu'il faut aussi que chacun y mette du sien pour pouvoir les aider aussi à redémarrer. Et je compte aussi sur la compréhension de tous les commerçants pour être dans cette adaptation globale des commerces et des restaurateurs pour que la ville de La Baule reparte d'un bon pied et retrouve le plaisir de la restauration, même si c'est seulement en terrasse. Merci Laurence Briand. Et tout ça accompagné d'un temps magnifique, bien évidemment, comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres interventions, donc je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Deuxième délibération, c'est l'opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique. Je vais laisser la parole à Daniel Rival. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce qui vous est demandé de ce soir, comme l'a dit monsieur le maire, c'est qu'on s'oppose au transfert de notre compétence plan local d'urbanisme à notre intercommunalité. Il y avait eu déjà une première opposition qui avait été exprimée par la ville de La Baule-Escoublac en 2017 sur le transfert de la compétence du PLU à Cap-Atlantique. De nouveau, la loi ALUR prévoit 3 ans plus tard le transfert automatique de cette compétence à partir du 1er juillet 2021. Échéance tenant compte du report de 6 mois par suite de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif prévoit néanmoins un principe de blocage lorsque 25% des communes de l'EPCI, représentant au moins 20% de la population totale, s'y opposent. Au-delà de la gestion du plan local d'urbanisme à une échelle intercommunale, le transfert de cette compétence implique quand même également celui de la gestion du droit de préemption urbain et du droit de priorité, du règlement local de publicité et des sites patrimoniaux remarquables. Compte tenu des enjeux très économiques et patrimoniaux de La Baule-Escoublac, liés notamment à la requalification de la promenade de mer, la révision de la zone patrimoniale, et alors même que la commune dispose en l'état d'un plan local d'urbanisme déjà compatible avec les dispositions du SCOT qui ont été révisées, la commune préfère différer ce transfert de compétences et s'y opposer dans l'attente où ces nouvelles règles devraient s'imposer à tous. Donc, ce que nous vous proposons ce soir, c'est de nous opposer au projet de transfert de compétences du plan local d'urbanisme de la communauté de la commune de La Baule à la communauté d'agglomération Cap-Atlantique. Merci de votre attention. Je vous donne la parole, monsieur le maire. Merci Daniel Rival. Donc, je vous propose de délibérer. Est-ce qu'il y a des questions et des observations sur ce souhait précis dont nous ne sommes pas la seule commune, bien évidemment, c'est au-delà des 25%, je pense. Est-ce qu'il y a Anne Boyer? Oui, merci de me donner la parole. Oui. Donc, évidemment, je suis tout à fait dans la même ligne d'action, c'est-à-dire qu'il faut retarder, c'est inéluctable, il y aura un PLUI, mais
actuellement, pour les raisons que Madame Rival a énoncées, et puis aussi ce qui était aussi énoncé dans la délibération, à savoir que toutes les équipes viennent d'être renouvelées, aussi bien les équipes municipales que les équipes Cap Atlantique, et qu'un PLUI, ça engage énormément de choses dans toutes les communes, et donc il faut se donner le temps de pouvoir prendre du recul et de sentir un petit peu la philosophie interne à chaque commune pour mettre tout en commun. Une intercommunalité, ça a des conséquences très très positives. Ça permet de mutualiser des moyens, ça permet à des petites communes de faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire, et puis il y a des compétences qui s'imposent. Par contre, un PLUI, donc ça, on a sur notre territoire de Cap Atlantique, on a quand même des communes qui sont très très diverses, qui n'ont pas a priori les mêmes intérêts. Donc le temps qu'on mette nos intérêts en commun et qu'on puisse trouver un équilibre général sur tout notre territoire, ce qui sera inéluctable, eh bien il faut y réfléchir et mettre ça vraiment, se donner le temps de se mettre ensemble pour penser bien. Quelquefois, je dis, une intercommunalité, c'est un petit peu comme l'Europe, c'est-à-dire si on va trop vite, si on ne pense pas bien les choses, l'Europe, ça a des conséquences très très positives, mais si on va trop vite, ça a aussi des conséquences négatives, et il devient très très facile de dire que si ça ne va pas, c'est de la faute de l'Europe. Et donc, sur le plan de l'intercommunalité, on a tendance aussi quelquefois à dire, si ça ne va pas, c'est de la faute de Cap Atlantique, alors que, évidemment, Cap Atlantique, ce sont toutes les communes réunies. Donc, il faut pouvoir se donner le temps de penser ensemble. Et comme Madame Rival l'a rappelé aussi, il y a quand même des choses qui permettent déjà d'avoir une certaine unité. Il y a le SCOT qui finalement réglemente aussi beaucoup de choses, en particulier sur la préservation de l'environnement, des règles d'urbanisme et d'habitat qui sont aussi communes à tout le territoire de Cap Atlantique. Autrement dit, il n'y a pas rien. Donc, on a le temps de penser et de construire des choses qui seront bénéficiaires pour toutes les communes. Merci Madame Boyer. Monsieur Gontier. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux Baulois et aux internautes qui nous suivent en direct ce soir. J'ai une remarque et une question sur ce projet de délibération, puisque la question qui est posée, c'est une question absolument importante, qui est de savoir si nous gardons la main ou pas sur la gestion de notre plan local d'urbanisme. Alors nous pensons, au sein de mon groupe municipal, que c'est une bonne chose, en effet, que la Baule garde la main sur la gestion de son PLU. Et donc nous soutenons cette délibération. Ma remarque, c'est que, bien évidemment, cela suppose d'avoir zéro tolérance pour le non-respect du PLU, et il convient de protéger la ville en stoppant notamment le tout béton. Il faut qu'on arrête de bétonner la Baule, et nous sommes pour, je le dis à l'occasion de cette délibération, nous sommes pour instaurer une règle verte, faire en sorte que les travaux menés par la mairie soient accompagnés d'une étude d'impact sur notre environnement. Et donc, protéger nos espaces verts, protéger nos espaces naturels, je pense notamment aux 9 secteurs de la zone N du PLU, notamment la partie du golfe de Saint-Denac qui est située sur le territoire de la Baule, et puis aussi le parc et la zone de loisirs qui ont été créés dans le cadre de l'aménagement du secteur du Ménigot à Escoublac, ou encore le secteur de l'aérodrome, par exemple. Alors, ma question, Madame Rival, elle s'adresse à vous. La Baule, dans le respect du droit, va s'opposer pour la 2e fois à cette mesure. Elle l'a fait, vous l'avez rappelé, lors de la précédente mandature. Évidemment, à terme, il semblerait qu'il y ait un risque, au final, de voir quand même ce transfert s'opérer. Alors, comment est-ce que vous envisagez les choses? Quel est votre point de vue là-dessus? Quelle est votre vision? Ou bien est-ce que, par exemple, nous devrons renouveler notre refus de rejoindre le PLUI à chaque début de mandat de la communauté d'agglomération? Ou bien, au contraire, ce risque de voir le transfert s'opérer, au final, est-il réel? Merci de votre réponse. Merci. Je laisse la parole à Daniel Rival. Merci, Monsieur Gontier. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, et nous l'avons dit pendant la campagne, toute la bétonisation, il va falloir la calmer un petit peu. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que dans tous les grands secteurs où il y a énormément d'habitations, on appelle ça une zone dense, c'est-à-dire le cœur de la Baule-Escoublac, le cœur du bourg d'Escoublac et d'autres endroits d'ailleurs. Donc là, nous commençons à travailler puisque il n'est pas
pas prévu qu'on révise le plan local d'urbanisme encore avant 2 ans, parce qu'il y a énormément de travail à faire et il y a énormément de projets qui sont partis, puisque c'est vrai que je signe énormément de permis de construire. Et depuis que nous avons eu la Covid-19, beaucoup de personnes achètent des biens à la boule. Il y a des permis de construire, les instructeurs, ils ont des bureaux qui sont complètement envahis de déclarations préalables et de permis. Et l'environnement pour nous est très important aussi. Donc, je vous assure, Monsieur Gontier, si ça peut vous rassurer, vous et votre groupe, je fais très, très attention. Je regarde énormément avec Madame Piguet pour qu'on ait des espaces verts beaucoup plus importants, ne serait-ce que dans des lotissements. Et il faut savoir qu'il faut même aller un peu plus loin. C'est qu'à force de construire comme ça, à un moment, la circulation, ça ne fonctionnera plus. Donc, de toute façon, cette révision de plus, on l'engagera dans le mandat. Pour répondre à votre question, est-ce que dans 3 ans, on redélibérera par rapport à la loi NOTRe? Je ne peux pas encore vous répondre, mais sachez que de toute façon, il y aura une commission, un urbanisme qui sera élargie afin de travailler sur toutes ces règles de notre plan local d'urbanisme. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Merci, Madame Rival. Merci Daniel Rival. Est-ce qu'il y a d'autres observations de mon interrogation sur ce PLU, que l'on maintient PLU, pas PLUI? Bon, s'il n'y a pas d'autres observations, je me permets de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Troisième délibération, c'est l'adhésion à la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Et je vais donc laisser la parole à Delphine Fillou. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc en effet, c'est une association qui a été initiée en 1960 par un groupe de maires de toutes tendances. Elle regroupe à peu près 450 collectivités territoriales. Il s'agit de communes, de groupements de communes, de métropoles, de départements et de régions. Donc c'est une association pluraliste qui permet d'être un lieu d'échange, de rencontre, mais aussi d'analyse et de porter une voix haute et forte au niveau national. Donc on propose ce soir au conseil municipal l'adhésion à cette association pour un montant annuel de 500 €. Merci Monsieur le maire. Merci Madame Fillou. Est-ce qu'il y a des observations? Madame Laetitia English. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Notre groupe d'opposition adhère à cette résolution. L'adhésion à la FNCC permettra de créer un réseau et des synergies sur l'ensemble du territoire français. Nous souhaiterions toutefois avoir des précisions sur cette convention et ses implications positives pour notre ville. Vous nous avez présenté les objectifs, faire rayonner la commune, mais très concrètement, quelle est l'offre de la FNCC? La ville va-t-elle avoir accès à des sessions de formation, à des outils d'information, à des séminaires de réflexion, à des rencontres avec des personnalités et des responsables majeurs de l'action culturelle? Merci par avance de votre réponse. Merci. Je redonne la parole à Delphine Fillou. Alors, bonsoir Laetitia. Oui, donc ce qui m'a été précisé par l'actuel président de l'association, qui est à Vannes, qui est un élu de Vannes, pardon. L'association est organisée par commission de travail. Donc, il s'agit en effet de brainstormer, si je puis m'exprimer ainsi, sur des sujets. Donc, c'est effectivement une sorte de formation. Hein, à plusieurs, on est plus intelligent. D'avoir accès aussi à l'échange avec des élus de métropole, ce qui n'est pas négligeable. Donc, d'avoir des retours d'expérience et certainement, je pense aussi à des réductions de coûts. Pourquoi pas faire des opérations culturelles ensemble. Donc, je pense que c'est tout à fait, en effet, positif pour la ville. Merci. Merci Delphine Fillou. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ou d'autres questions? Peut-être oui, Madame Boyer. Oui, merci. Delphine a répondu en partie via la question de Laetitia. Je pense que ce serait une bonne chose parce qu'il y a une grande attente dans la population bauloise d'un renouvellement de l'offre culturelle, d'une diversification de tout ce que la ville peut offrir. Et je pense que l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'idées, l'émulation entre communes, voire
l'échange de moyens. Quelquefois, on peut échanger aussi. Donc, je me suis quand même renseigné sur cette association, hein, qui semble effectivement une association très, très vivante et qui permet d'aller dans le bon sens d'une culture diverse qui s'offre à divers publics. Donc, je pense que pour notre commune, si nous pouvons utiliser à fond toutes les possibilités de cette association, aussi pour la formation, hein, et comme l'a dit Delphine, un brainstorming et travailler ensemble, c'est toujours positif pour tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment une très, très bonne chose d'adhérer à cette association. Merci. Bon, l'équivalent de brainstorming, c'est remue-ménage, hein, ou réflexion. Voilà. Je me permets juste petite traduction. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette délibération? S'il n'y en a pas d'autres, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, autre délibération, qui est une décision modificative numéro 1 sur le budget principal. Et je vais donc laisser la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Lors du vote du budget principal 2021, la ville a présenté ses dépenses par opération budgétaire. Ces écritures s'inscrivent dans les directives de la M57. Toutefois, au regard des informations connues lors du vote du BP, aucune dépense n'a été inscrite sur le chapitre 27 relative aux autres immobilisations financières. À la suite de la décision et la notification du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 mars 2021, il est proposé de prévoir un montant de crédit à hauteur de 10 000 € pour le règlement des frais de consignation. Nous vous proposons donc dans le budget principal, au niveau des dépenses d'investissement, de diminuer le chapitre 10 fonds divers de 10 000 € et de créditer le chapitre 27 autres immobilisations financières de la même somme, 10 000 €. Le total est neutre et n'a pas d'impact sur l'équilibre budgétaire du budget principal. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des questions, interrogations pour cette délibération? Il n'y en a pas. Daniel Rival. Ah, oui, Daniel Rival. Oui, merci, Monsieur le maire. C'était simplement pour dire que je ne prendrai pas part à cette délibération. Je vous remercie. C'est noté. Il y a d'autres observations? Et je vais mettre aux voix de ce fait. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération suivante. Subvention aux associations et conventions avec les associations subventionnées à plus de 23 000 €. Et je laisse la parole à Monsieur Dupuis. Jean-Philippe. Merci, Monsieur le maire. Je vous propose d'attribuer une subvention de fonctionnement aux associations suivantes. Le comité des fêtes d'Escoublac pour financer la fanfare de la garde républicaine qui aura lieu de venir chez nous éventuellement pour 25 000 €. Le festival du film et de musique de film, une subvention de fonctionnement de 50 000 € pour un festival qui aura lieu au mois de juin. Le festival de jazz avec deux parties, une partie concert gratuit de l'été et 3 concerts payants qui auront lieu au Parc des Dryades pour 50 000 €. Le Beach Polo Master Tour afin de faire connaître le polo pour 15 000 €. Le Boxing Club Baulois qui nous fait cette année son championnat du monde IBA où nous vous proposons une subvention de 5 000 €. Le Rugby Club Baulois pour une subvention exceptionnelle afin d'aider son développement de 50 000 €. Et pour l'association plaisancier du port La Baule-Le Pouliguen, une subvention de 500 € destinée à donner des cours de sécurité aux plaisanciers. L'ensemble représente 195 500 en tant que subvention de fonctionnement. Nous vous proposons aussi une subvention d'investissement
pour le Casca, club de plongée, afin qu'il puisse acquérir un compresseur pour 1 000 €. Par ailleurs, la réglementation impose aux collectivités de conclure des conventions avec les organismes de droit privé qui bénéficient de subventions de plus de 23 000 €. Seront concernés donc par ces conventions la Baule Jazz Festival, le Festival du cinéma et musique de film, le Rugby Club Baulois et le comité des fêtes d'Escoublac pour un total de 175 000 €. Je vous rends la parole. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis. Je laisse la parole à Monsieur Gontier. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Dupuis, j'ai une question pour vous. En ce qui concerne la subvention de 5 000 € qui a été allouée au Boxing Club Baulois pour, donc, vous nous avez indiqué, un championnat du monde. Je voulais vous demander si vous pensez que cette subvention est bien à la hauteur d'une telle manifestation, un championnat du monde qui va faire rayonner notre ville, non seulement le jour J, mais aussi avant et après la manifestation, sachant que le budget global, bourse aux boxeurs incluse, est proche d'environ 200 000 €. Les 5 000 € me semblent un peu courts. Surtout que depuis que le centre de vaccination est ouvert, eh bien, le Boxing Club Baulois, qui a quand même, je le rappelle, plus de 20 ans d'ancienneté sur la commune, n'a plus de centre d'entraînement, et c'est chez un particulier que le champion local doit s'entraîner. Peut-être pourrions-nous envisager une prise en compte par la mairie de ces frais générés par ce déménagement temporaire. Qu'en dites-vous, Monsieur Dupuis? Merci. Merci, Monsieur Gontier. Laisse la parole à Merci, Monsieur Gontier. Effectivement, mais il ne faut pas oublier que ce championnat n'est pas organisé à la Baule, mais à la ville de Guérande. Donc, c'est une subvention que la ville de la Baule accorde pour un championnat qui va se tenir à Guérande. Mais on tenait tout de même à aider donc, ce championnat qui s'appelle aussi Boxing Club Baulois. Merci, Monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté. Alors, excusez-moi. Donc, délibération suivante, c'est les subventions à l'OMS qui sont le premier versement. Comme vous savez, c'est en plusieurs parties pour l'ensemble des associations sportives et des clubs sportifs. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Dupuis sur cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Je vous rappelle qu'un montant global de 123 500 a été inscrit au chapitre des subventions au BP 2021 au bénéfice des clubs sportifs affiliés à l'Office municipal des sports. Chaque année, il vous est proposé de verser à ces clubs une première dotation. Le solde sera attribué ultérieurement sur proposition de l'OMS en considérant l'analyse des critères kilométriques, nombre de licenciés, performances sportives et la formation. Je vous propose d'adopter la répartition pour le versement de ces montants dont le détail figure sur le projet de délibération pour un montant initial de 56 550 €. Il est précisé pour la forme que tout élu qui serait intéressé à l'une de ces associations est invité à se faire connaître et à s'abstenir de participer au débat et au vote. Merci. Je vous rends la parole, Monsieur le maire. Merci. Monsieur le maire, votre micro est coupé. Oui, merci Monsieur Dupuis, et merci à toute l'équipe de l'OMS qui a la lourde tâche de s'occuper de cette répartition dans la parfaite équité et égalité. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations sur cette délibération? Il
n'y a pas d'interrogation ou de questions, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté. Délibération suivante. Donc, c'est un avenant à la convention cadre de la Baule avec la SPL Destination Bretagne Plein Sud. Et je laisse la parole à Daniel Rival. Merci, monsieur le maire. Au 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence tourisme a été transférée à la communauté d'agglomération Cap-Atlantique. Cette dernière a confié la gestion de cette compétence à la société publique locale Destination Bretagne Plein Sud. Par convention cadre du 1er janvier 2017, la SPL peut faire appel aux services municipaux pour la gestion des bâtiments, la maintenance, les fluides, l'administratif, la logistique. Il vous est donc proposé un avenant de prolongation d'1 an à la convention, comme le permet l'article 5 de cette dernière convention. Aussi, je vous propose d'autoriser la signature de cet avenant. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Rival. Est-ce qu'il y a des questions sur cet avenant qui permet notamment à la SPL d'être à l'office de tourisme de la Baule, installé dans l'office de tourisme de la Baule? Est-ce qu'il y a des questions? Des interrogations? Non, pas particulièrement. Donc, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Alors là, nous avons épuisé la première partie de l'ordre du jour. Et donc, je vais passer aux questions diverses et donc permettre de donner la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois Madame Nathalie Hazard et puis aussi Madame Laurence Briand. Avant toute chose, je voulais juste vous dire dans les questions diverses, vous parlez de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Comme vous le savez, chaque année, le dernier dimanche d'avril, donc c'est-à-dire dimanche prochain, la France célèbre la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration nazis. Nous aurons ainsi l'occasion de nous retrouver, alors bien évidemment, de façon très restreinte en raison de la situation sanitaire, dimanche à 11h30 à l'école Tanchou-les-Érables. Tanchou, le nom du jeune instituteur et résistant Georges Tanchou, qui a disparu au camp de Dora. L'actualité nous démontre chaque jour que l'antisémitisme est toujours présent et que notre pays ne sait malheureusement pas juger sous parfois les actes de barbarie antisémite. L'affaire Sarah Halimi en est un exemple criant et même révoltant. Donc nous commémorerons l'année prochaine les 80 ans des arrestations et déportations de familles juives à la Baule. C'est en juillet 1942 que la Gestapo arrêta parents et enfants pour les déporter par train à Auschwitz. Le plus jeune avait 3 ans. J'ai missionné notre collègue Bruno Misset afin de préparer cet hommage qui pourrait se traduire par l'installation en 2022 de pavés de la mémoire placés devant les lieux de ces exactions. Ils rappelleront ainsi l'identité et l'âge de ces victimes juives, francs-maçons, tziganes, roms, homosexuels, alors qu'au même moment, à Paris, s'organisait la rafle du Veldiv. Voilà, donc je vais laisser la parole à peut-être d'abord Nathalie Hazard sur le bilan fait dans le cadre notamment du CCAS. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci Monsieur le maire. Donc je vais vous faire un point d'étape sur l'analyse des besoins sociaux. Donc pour rappel, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS, présidé par Monsieur le maire, avait validé dès son installation l'engagement d'une démarche d'analyse des besoins sociaux axée donc sur trois thématiques, la petite enfance, l'inclusion des personnes âgées et handicapées et la santé. Pour réaliser cette mission, mademoiselle Daphné Simo a été recrutée temporairement. Elle vient de rendre ses premières observations et analyses dont je voulais vous faire part en résumé. En ce qui concerne la petite enfance, on observe 3 points. Premier point, une croissance progressive et constante du nombre de nouveau-nés baulois depuis 2016. 105 naissances en 2020 contre 89 en 2019.
A contrario, le nombre de naissances sur la presqu'île stagne dans les communes aux alentours. En parallèle, on assiste également à un ralentissement de la décroissance du nombre d'enfants de 3 à 5 ans. C'est clairement le retour des familles à la Baule. Deuxième point, une offre de garde bauloise en situation de saturation. Le taux d'occupation en 2019 était de 96% au multi-accueil et de 78% à la crèche familiale. La disponibilité chez les assistantes maternelles indépendantes est quasi nulle. On le voit effectivement en commission. En ce moment, c'est saturé. Cette saturation s'explique par une demande en augmentation qui s'est nettement accélérée avec la crise sanitaire, bien sûr, et l'installation de nouveaux habitants conjuguée à la difficulté de recrutement de nouvelles assistantes maternelles pour compenser les départs en retraite et les déménagements. Moins 30% des places depuis 2017, soit 43 places perdues. C'est énorme. Par extension, on constate que la saturation de l'offre de garde s'étend à toutes les communes limitrophes. Troisième point, en plus de cette saturation, l'évaluation de la communication relative à l'offre de garde de la petite enfance montre le manque de visibilité de celle-ci. Ces premières observations confortent l'idée de développer rapidement l'offre d'accueil pour la petite enfance dans la commune en privilégiant les Baulois et en renforçant dans la foulée une communication plus adaptée. Ensuite, en ce qui concerne l'inclusion des personnes âgées et handicapées, il en ressort 5 points. Le premier point, sans surprise, la population bauloise et de Cap-Atlantique vieillit. La moitié des habitants de la commune a plus de 60 ans et la part des 75 ans gagne du terrain. Croissance démographique très faible malgré tout et migration tardive de nouveaux retraités. Deuxième point, de façon concomitante, le nombre de personnes âgées dépendantes vivant à domicile a tendance à progresser pour des raisons de coût ou de souhait, accompagnées de surreprésentation des foyers composés d'une seule personne. Troisième point, on observe une très nette augmentation des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé AAH au nombre de 783 en 2019, soit 30% par rapport à 2015, ce qui confirme la relation étroite entre handicap et âge. Quatrième point, un isolement réel ou ressenti en augmentation. Les seniors représentent 74% de la population isolée en 2017 contre 69% en 2015. Les raisons sont multiples. Baulois issus d'une migration tardive, rendant difficile la création d'un réseau de connaissances, isolement des seniors ayant développé des comorbidités, les empêchant de participer à la vie de la cité, digitalisation des informations et multiplication de supports rendant difficile l'identification et la visibilité des services. Cinquième point, ensuite, l'activité des services à domicile est en très nette augmentation en lien avec l'évolution de la population et à l'image du service de livraison des repas à domicile du CCAS, plus 33% de repas livrés en 2020. Ces évolutions révèlent de nouveaux besoins concernant les services destinés aux seniors et aux habitants en situation de handicap, en termes d'habitat et de transport adapté et accessible, d'aide aux démarches numériques en lien social. Enfin, en ce qui concerne la santé, on peut relever 4 points. Premier point, on observe une désertification médicale progressive des médecins généralistes, ophtalmos, pédiatres, personnel infirmier à la Baule, ainsi que sur Cap-Atlantique. À titre d'exemple, on compte 17 médecins généralistes à la Baule, dont 2 vont partir à la retraite dans les prochaines années, sans remplacement prévu. Deuxième point, la protection maternelle et infantile, la PMI, et le CCAS ont identifié de nouveaux risques qui se sont développés avec la crise sanitaire chez les enfants en bas âge et les jeunes. Addiction aux écrans, difficultés dans la gestion du sommeil, retard du développement psychomoteur et de sociabilisation. Troisième point, on remarque également une croissance du risque d'épisodes dépressifs caractérisés chez les personnes vivant seules, de plus en plus nombreuses, 12% contre 8% lorsque ce n'était pas le cas. Quatrième point enfin,
Le CCAS et ses partenaires identifient depuis plusieurs années, d'une part, une augmentation inquiétante des problématiques liées aux troubles psychiques et d'autre part, des absences ou insuffisances de prise en charge dans ce domaine. Ça se développe malheureusement beaucoup et on le constate quasiment au quotidien, malheureusement. Cela conforte l'idée d'une part de tout mettre en œuvre pour accueillir de nouveaux professionnels de santé tout en structurant l'offre de soins, peut-être dans le cadre d'un contrat local de santé à construire, et d'autre part, de développer l'accompagnement à la parentalité. Je vous souhaite de conclure en remerciant mademoiselle Daphné Simot pour la qualité de son travail et vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le maire. Merci Nathalie Hazard pour cette radioscopie intéressante, parce que c'est bien d'avoir certaines données et ça permet de prendre aussi les bonnes décisions à l'aune de ce bilan tout à fait intéressant. Je vais laisser la parole à Anne Boyer. Merci, monsieur le maire. Alors, je voulais d'abord remercier, j'ai oublié son nom, de la collaboratrice, Daphné, qui a établi ce rapport parce que c'est vraiment très, très parlant. Et comme vous le dites, ça permet de prendre les bonnes décisions. Et peut-être aussi, on se dit qu'il y a beaucoup de pain sur la planche, mais finalement, voilà, on peut s'y mettre dans le bon sens. Je voulais prendre la parole tout à fait précédemment pour vous remercier, monsieur le maire, de l'idée que vous avez des pavés de la mémoire. J'ai eu l'occasion de voir ça à Prague et c'est très, très, très émouvant et ça permet de prendre conscience de son histoire. Et je trouve que dans les moments où l'on vit en ce moment, les moments de crise sanitaire où chacun a du mal à retrouver un petit peu ses racines où il va, prendre conscience de l'histoire et de l'histoire bauloise, c'est-à-dire se rappeler que la Baule a aussi un passé et que les Baulois et les Bauloises ont souffert dans leur chair et que certains aussi, finalement, ont eu des actions extrêmement positives et ont contribué à sauver un certain nombre de personnes. Je trouve que c'est vraiment très important. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir cette idée et de la mettre en œuvre. Merci, ça me touche particulièrement. Je vais laisser peut-être la parole à Laurence Briand. Merci, monsieur le maire. Donc, je reviens vers vous par rapport à cette opération, donc solidarité au profit des étudiants. Donc, effectivement, être étudiant en 2021, cela veut dire pour un grand nombre ne pas pouvoir tous les jours manger à sa faim et ne pas pouvoir se payer des produits d'hygiène. C'est la raison pour laquelle nous avons monté cette opération Solidarité étudiante du 22 mars au 28 mars. Nous avons pour cela fédéré toutes les associations de commerçants de notre ville. Pourquoi? Parce qu'il était important, parce que d'abord ils étaient déjà volontaires, ils avaient émis cette idée et notre objectif était de mailler tout le territoire de la Baule, d'en faire des relais de communication auprès des habitants et aussi d'avoir un grand nombre de points de collecte dans la ville et au final nous en avons eu 18. L'objectif initial était de 1000. En cours de semaine, nous l'avons réajusté, nous l'avons porté à 2000. Au final, nous avons collecté plus de 4700 produits. Mais au-delà du nombre, oui, je voulais vous parler de l'aventure humaine, parce que ça a été une très belle aventure humaine, que ce soit au niveau des commerçants, de tous les Baulois et aussi de tous les acteurs de la ville qui ont énormément contribué au succès de l'opération. Il y avait véritablement cette envie de donner du sens à son action et d'être solidaire avec une génération qui souffre terriblement de cette crise sanitaire. Les produits offerts étaient de très beaux produits, d'une très belle qualité. C'était des produits plaisir que véritablement les étudiants ne peuvent pas s'offrir. Donc, oui, un beau succès. Et avec cette collecte, c'est 50 étudiants pour lesquels nous avons fourni des paniers, donc produits alimentaires et d'hygiène durant 9 semaines. Un très sincère merci à tous. Merci Laurence Briand et merci pour cette opération. Et merci à tous les commerçants qui ont contribué, puis bien sûr à tous les Bauloises et les Baulois. C'était vraiment une belle action. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Franck, moi j'avais les indicateurs de J'achète à la Baule, dont j'avais... Allez-y, puis ensuite je donnerai la parole à Laetitia English.
Ok. Donc, comme je vous l'avais dit, j'achète à la Baule pour mieux piloter et pour toujours garantir cette dynamique de succès. Nous avons mis en place des indicateurs à la semaine qui nous permettent de suivre, ces indicateurs nous permettent de suivre les évolutions. Donc, à ce jour, nous avons 164 commerçants et nous avons plus de 160 000 pages vues. Les indicateurs à la semaine nous ont permis de détecter que le soir de l'allocution du président Macron, qui faisait effectivement l'annonce de ce 3e confinement, le soir même, le nombre de pages vues a doublé. On est passé à 2184 pages vues. La semaine du premier confinement, on a fait plus 90% pages vues. La 2e semaine du confinement, plus 60%. Bon, ensuite, là, on s'est stabilisé puisque vous comprenez bien qu'en augmentation perpétuelle sur des semaines qui sont déjà en forte augmentation, voilà, il y a un moment donné où ça se stabilise. Nous avons voulu faire du confinement aussi une opportunité de progrès. Donc, nous avons à nouveau recruté 4 animateurs numériques qui sont partis à la rencontre de tous nos commerçants pour les aider à mettre dans leur boutique virtuelle les nouveaux produits printemps-été et donc leur donner un véritable coup de pouce de cette manière-là. D'autre part, il est clairement identifié que le succès de la marketplace est lié à une mécanique de publication sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous avons des publications quotidiennes sur Facebook et Insta et une fois par semaine, nous proposons 2 vidéos de 2 commerçants que nous mettons à l'honneur. Et enfin, dans toujours cette mécanique positive, donc publication sur nos pages Facebook et Insta, il faut aussi que les commerçants jouent ce jeu-là et nous avons encore formé 2 groupes de commerçants au mois d'avril sur effectivement la maîtrise de ces outils. Voilà ce que j'avais à vous donner comme données sur J'achète à la Baule. Merci en tout cas, parce que c'était une initiative qui est toujours intéressante et qui dure dans le temps, donc c'est essentiel. Et puis pour la marketplace, vous avez compris, place de marché, bien évidemment. Je vais laisser la parole à Laetitia English. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, je souhaiterais vous poser une question qui permettra peut-être de mettre un terme aux polémiques actuelles. Vous vous présentez comme le maire de la transparence et de l'exemplarité. Comme beaucoup de Baulois, nous avons été choqués d'apprendre par les médias nationaux que vous vous seriez rendu à Paris, chez le chef Christophe Leroy, en pleine pandémie et en sachant pertinemment que cela est totalement interdit. Les Baulois ne peuvent pas se satisfaire de la non-réponse publiée dans la presse locale. Alors, monsieur le maire, je vous pose très directement la question. Vous êtes-vous rendu, oui ou non, en personne dans l'appartement privé du chef Leroy, dans le 8e arrondissement de Paris, pendant la pandémie? Et quelle que soit votre réponse, je préciserai que Christophe Leroy a donné les noms à la justice et la vérité finira par être faite sur cette affaire. J'estime que les Baulois ont le droit de savoir. Et monsieur le maire, faut avouer, faut à moitié pardonner, non? Merci Madame English pour vos leçons de morale. Ça fait toujours plaisir, surtout tout à fait dans l'actualité de la ville et des préoccupations des Baulois. J'ai déjà répondu à cette polémique, comme je l'ai bien précisé à la presse locale. Bien évidemment, je n'ai jamais participé à un déjeuner ou à un dîner clandestin, comme on dit. Voilà, c'était toujours très clair, mais si vous avez besoin que je vous le redise 10 fois, je peux le redire 10 fois. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Lamy. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais intervenir sur 2 sujets. Le premier pour rebondir sur votre souhait de commémorer les Baulois qui ont souffert pendant la dernière guerre. Et j'avais demandé à la fin du précédent mandat, c'est pour ça que je me permets de revenir à la charge, si on pouvait faire quelque chose pour honorer Eugène Hervy, qui a été déporté Baulois, qui habitait au-dessus de Bellon. Il a été déporté à 20 ans après avoir été arrêté par les Baulois en possession des plans du fort de Lèves. Il est revenu, oui, il a été arrêté par les Allemands, pardon. Il est revenu, sa mère ne l'a pas reconnu alors qu'il montait ce qui est devenu maintenant l'avenue des Noëls. Ce monsieur a témoigné pendant des années dans les collèges et dans les lycées. Donc, j'avais demandé s'il était possible peut-être un jour qu'un endroit de la Baule porte son nom, parce qu'il a fait honneur à notre commune et il a fait beaucoup, beaucoup pour le devoir de mémoire vis-à-vis des jeunes Baulois. Ça, c'était la première chose.
La deuxième chose qui est peut-être plus anecdotique, mais qui m'a laissé pantoise parce que je n'ai pas su répondre à des Baulois qui me l'ont posé, les cabines à livres ont été supprimées, enfin, en tout cas mises hors service pendant le premier confinement. Et là, pendant le deuxième confinement, seule la cabine à livres de la mairie est condamnée. Alors, je sais que ça répondait au désir de limiter la circulation de bouquins de main à main sans être très sûr qu'ils soient parfaitement sains. Donc, j'aurais voulu savoir pourquoi seule la cabine à livres de la mairie est condamnée. Voilà, c'est la question à laquelle je n'ai pas su répondre quand des Baulois me l'ont posée. Je vous remercie. Merci, Madame Lamy. Bon, je vais répondre directement. Sur Eugène Hervy, bien évidemment, ce serait tout à fait intéressant de lui rendre hommage, comme étant donné que l'année prochaine, c'est les 80 ans, malheureusement, de toutes ces rafles et de ces opérations. On pourra sans doute y travailler à ce moment-là, dans cette année commémorative, et je propose à Bruno Misset de pouvoir, dans sa réflexion sur les pavés de mémoire, de pouvoir y associer à un moment ou à un autre dans l'année prochaine une commémoration pour Monsieur Eugène Hervy. Ça sera bien évidemment tout à fait mérité. Quant aux cabines à livres, pour vous répondre précisément, elles doivent être fermées. Et malheureusement, il y en a certaines qui sont ouvertes parce que les gens arrachent les rubalises. Donc c'est la raison pour laquelle il faut bien évidemment veiller à ce qu'elles se ferment, parce que dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, nous ne pouvons pas, bien sûr, faire circuler de main en main des livres, comme nous ne pouvons malheureusement pas non plus remettre le bibliobus, parce que c'est exactement pour les mêmes raisons. Donc voilà, donc s'il y a des rubalises qui ne sont pas réinstallées, il faut qu'on le refasse systématiquement avec les services de la ville. Alors, je vais laisser, je vous en prie, je vais laisser la parole à Monsieur Domo. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur cette belle action par rapport aux étudiants où nous avons tous participé. Et comme moi j'étais à 100% pour cette action, comme tous les Baulois l'ont été, comme la municipalité l'a été, comme les commerçants, comme les associations de quartier, comme vous, comme nous tous unis pour justement une bonne cause. Et je pense que c'était important de le témoigner, de le dire, parce que ça a été une belle action et je pense que ça nous a unis et ça veut bien dire que nous sommes tous formidables quand nous devons justement agir pour une belle cause. Voilà. Et puis, je voulais aussi, par rapport à Madame Laurence Briand, ce qu'elle disait par rapport à la plateforme, par rapport aussi, j'achète à la Baule, pour moi, ça a été une découverte. Ce qui m'a rassuré, parce que nous vivons tous en ce moment une période très difficile. J'ai été un petit peu déçu parce que je pensais que tous mes amis commerçants, prêt-à-porter, maroquinerie, allaient reprendre en début de mois et ça n'est pas le cas. Donc nous nous retrouvons un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que cette plateforme est importante justement parce que pour moi ça a été déjà une découverte et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'ajouter. Et j'ai eu la surprise la semaine dernière d'avoir 2 personnes qui m'ont appelé pour justement faire des achats. Alors, je me dis que j'espère que cette pandémie ne va pas durer très longtemps, mais je me dis que c'est un secours quand même pour nous tous de pouvoir profiter de cette plateforme. Donc voilà. Merci Monsieur le maire et bonne soirée à vous tous. Merci Monsieur Domo. Je vais laisser la parole à Monsieur Plouvier. Monsieur le maire, mes chers collègues, puisque Madame English s'intéresse vraisemblablement aux questions de restauration, je pense qu'il est utile de faire un petit point sur la restauration municipale, sujet qui préoccupe réellement les Baulois, contrairement aux basses polémiques que certains essaient de faire vivre. Alors, à la demande de Monsieur le maire, nous avons initié début janvier une réflexion sur la reprise en main de la restauration collective. Le groupe de travail que j'ai le plaisir de présider est composé notamment de Jean-Philippe Dupuis, Annabelle Garand, Xavier Lequéré, Nathalie Hazard, Caroline Leroux et Anne Boyer.
Ce groupe de travail a posé le cadre de notre réflexion et esquissé les contours de notre future restauration municipale collective. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'associer les différents usagers de la restauration. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons consulté les représentants des parents d'élèves, les représentants du personnel et les familles ayant recours au portage de repas pour nos aînés. Attachés à la concertation et à la co-construction du projet, nous souhaitons associer au maximum la population à cette refonte de notre système de restauration. Nous allons d'ailleurs prochainement adresser un questionnaire à toutes les familles bauloises et à tous les agents municipaux de la ville qui sont usagers du service de restauration collective. Dans un second temps, nous vous restituerons les résultats de ces attentes. D'ores et déjà, je peux vous communiquer des premières consultations. Il ressort un souhait fort d'une alimentation plus saine, plus respectueuse de l'environnement, avec une logique d'approvisionnement en circuit court. Des attentes fortes qui se sont exprimées aussi concernant la qualité des prestations, la variété des produits et les repas servis, et bien sûr l'équilibre nutritionnel. D'une manière générale, les premières personnes consultées souhaitent une restauration locale de qualité, avec des produits bio, des produits labellisés, une cuisine du terroir, respectant la saisonnalité, limiter également les produits transformés et industriels. Une cuisine faite maison à base de produits frais, en résumé, une cuisine gourmande et appétissante. Enfin, et c'est un point important, il s'agit de la notion de développement durable qui est retenue à plusieurs fois dans chacune des premières consultations. C'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est la valorisation des déchets alimentaires, c'est le tri sélectif et limiter l'utilisation des matériaux les plus polluants. Faisant nôtre cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Nous souhaitons associer également les enfants, et notamment les enfants du Conseil municipal des jeunes, sous la houlette de notre collègue Karine Chalier. En conclusion, nous avançons bien, nous avançons en équipe, puisque notre démarche s'inscrit également dans le cadre du plan alimentaire de territoire porté par le Parc naturel régional de Brière et les 3 EPCI qui le composent, Cap-Atlantique, la Carène et la communauté de communes de Pourchâteau-Saint-Gildas, avec notamment un objectif très clair de favoriser les circuits courts et les approvisionnements locaux. Une mise en avant particulière des productions laitières présentes sur notre territoire, l'élevage bovin avec la viande de marque Parc, la viande de Brière, les produits de la mer et les produits du maraîchage. Nous pourrions résumer l'ensemble de notre démarche par manger bien, manger bon, manger local. Et puisqu'il est bientôt l'heure de dîner, je vous souhaite un peu en avance un bon appétit. Merci, M. Pouvier, pour ces sujets si essentiels pour la qualité de vie des Bauloises et des Baulois. La parole est à M. Lequéré. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. J'aimerais faire un point avec vous sur le nivellement de la plage. Pour rappel, donc, les opérations de nivellement sont un transfert de plus de 8000 m3 de sable, ainsi que le reprofilage de la plage pour offrir une plage plus accessible et confortable à tous. Le nivellement est entré dans sa dernière phase, remontée du sable depuis l'estran pour refaire un profil plus doux pour nos activités balnéaires. Ces opérations sont en cours de la partie entre De Gaulle et la Jarige. Normalement, cette partie a dû être terminée cette fin de semaine. Puis, on a donc une pause entre le 24 avril et le 2 mai pour laisser la plage accessible aux vacanciers, s'il y en a un peu, bien sûr. Planning établi avant la mise en place des nouvelles normes sanitaires, dont le changement des dates de vacances. Enfin, entre le 2 et le 12 mai, la partie entre Saumur et Pornichet sera nivelée pour terminer les opérations de nivellement. Les opérations de nivellement ont représenté 600 heures de travail avec 2 engins en permanence sur la plage. Voilà pour ce point sur la plage. Et j'aimerais également parler d'une petite inauguration que l'on a fait, de la mise en place d'une station de gonflage solaire pour les vélos sur le parking à l'angle de l'avenue Olivier Guichard et l'avenue des Ibis. En fin de compte, cet endroit, ce parking est souvent très fréquenté quand on est ou en plein week-end ou durant l'été. On a au moins plus de 100 vélos qui sont présents sur ce parking. Et on a donc été interpellé par une entreprise nantaise très innovante qui, en fin de compte, nous a séduit par ce projet de station de gonflage solaire, sachant qu'en fin de compte, c'est une mise en place qui est une première nationale, mais surtout une première mondiale. Donc, c'est plutôt très intéressant. Donc, cette station, elle aura pour
pour but d'apporter du confort aux usagers, pour tous les usagers à vélo, trottinette gonflable bien sûr, et aussi, et j'insiste, également pour les personnes à mobilité réduite, pour les fauteuils, parce que voilà, ça peut aussi servir à tout le monde. Donc cette société, elle s'appelle Erkabike, et franchement, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont fait vraiment un très très beau produit. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Lequéré. Je crois que cette initiative a déjà rencontré un succès le week-end dernier, parce que je crois qu'il y a eu quasiment 80 ou 90 gonflages dans le week-end, ce qui était une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas, donc je vous propose de clôturer, de conclure. Bon, juste pour clôturer peut-être ce 9e conseil municipal de cette mandature, je voudrais juste saluer la mémoire de Pierre Leberche qui nous a quittés il y a peu. Il a été l'inamovible maire communiste de Bas-sur-Mer de 1977 à 2001. Nous avions certes peu de chance de tomber d'accord sur tous les sujets, n'est-ce pas, cher Daniel Rival? Mais avec lui, après Joël Batteux, après Michel Rabreau, après Charles Moreau, récemment, c'est une nouvelle figure qui aura marqué notre histoire politique locale qui a disparu. Voilà, les pages se tournent inéluctablement. C'est maintenant, bien évidemment, à nous d'écrire les prochains chapitres. Alors, je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal, sauf aléa, se tiendra le mois prochain, le vendredi 28 mai à 18 h. Et donc, je lève la séance et merci pour votre participation et votre présence. À bientôt et au revoir à tous ceux qui nous ont suivis, qui étaient, je crois, très nombreux. Merci à tous.